Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du lundi du Nasport Show, comme tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, pour décortiquer ensemble l'actualité sportive de Nouvelle-Aquitaine. Au programme ce soir du nautisme à J-2 maintenant du départ de la route du Rhum, et puis on parlera rugby, le Nasport Show qui dédie cette émission à Grégoire Boidou, joueur de Marc-en-Barœul, âgé de 19 ans, malheureusement décédé ce dimanche des suites d'un arrêt cardiaque. Grégoire Badou, formé à l'Aviron Bayonnais. Évidemment, le Nasport Show a une pensée pour ses proches, pour sa famille et pour le club de l'Aviron Bayonnais. Le Nasport Show, c'est parti. Et on débute cette édition du Nasport Show comme promis avec le nautisme. Il y a eu un faux départ concernant la route du Rhum et la 12e édition de la plus célèbre des transats du monde. On va en parler avec notre journaliste spécialiste de la voile et qui était à Saint-Malo pour ceux qui le croyaient être la veille du départ. Mais non, finalement, le report, faux départ comme on dit aux courses hippiques. Bonsoir Jean-François Pivre. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Jean-François qui aurait pu être déjà avec le chrono en main en train d'étudier le point de course et quasiment être même en Guadeloupe. Non. Malheureusement non. Vous l'avez effectivement bien dit Benjamin, en fait le départ a été reporté. Les 138 bateaux devaient partir dimanche à 13h02 pour être très précis, et la météo ne l'a pas permis. On annonçait des vents qui pouvaient dépasser les 50 nœuds, il y avait des trous en mer qui étaient annoncés à plus de 7 mètres, donc autant vous dire que les conditions étaient dantesques, jamais vues, même à Saint-Malo. Pourtant on est début novembre et c'est pas quand même une période de l'année très facile, mais on n'avait jamais vu ça. Résultat des courses, si j'ose dire, Francis Le Goff, qu'on va voir tout de suite, Benjamin, qui est le directeur de la course, a décidé tout simplement de reporter le départ qui aura lieu, on le rappelle aux téléspectateurs, ce mercredi à 14h15. C'est aussi une décision mûrie au fur et à mesure de la journée d'hier, au regard des discussions que l'on a pu avoir avec les marins, les classes, vraiment très sereinement, et qui nous ont conduit aujourd'hui à décaler le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe à mardi soir au mieux, voire mercredi matin. Les conditions de vent et les dernières analyses météo qui nous ont été fournies par Météo Consult ce matin nous donnent une aggravation dès la journée de lundi par rapport à ce qui était connu jusque hier, avec des vents moyens aux alentours de 40-45 nœuds en Manche et des rafales pouvant dépasser les 55 nœuds. Mais surtout, et ça s'est confirmé, une houle très forte qui arrive de l'Atlantique sur la Manche et qui va lever des creux de 7 mètres. Ajoutez à ça le clapot lié au vent. Tout ça donnait une mer très cassante. Et pour toutes ces raisons, elles ne sont pas les seules. Il y a aussi le fait que les bateaux sont en sortie de Manche, que c'est un endroit, on va dire, en eau resserrée, et que c'était compliqué de naviguer dans ces conditions-là, et qu'il y avait surtout, par rapport à d'habitude, il n'y avait aucune solution pour s'échapper. C'était Francis Le Goff, le directeur de la route du Rhum, interrogé ce week-end. On voit bien derrière les images, rien à voir avec la météo quand on t'avait eu en duplex de Saint-Malo, Jean-François, ou quand Gaël Milon nous a proposé en duplex de Saint-Malo des émissions. Le temps était magnifique, ça a clairement tourné. D'ailleurs, c'est la première fois de l'histoire que le départ de la route du Rhum est reporté, Jean-François. Ouais, complètement, c'est dire à quel point c'était pas possible d'y aller, quoi. À un moment donné, il faut être responsable. Les organisateurs l'ont dit, et on va l'entendre également, Benjamin. L'ensemble des skippers étaient complètement, quasiment tous d'accord. Il ne fallait pas partir dimanche, il fallait bien reporter. Et je vous propose de regarder 2 interviews pour commencer dans la catégorie ultime avec Armel Lecléache et Charles Caudrelier qui s'expriment tout de suite à nos micros. Moi je suis très heureux, c'est une très sage décision, une décision qui est de toute responsabilité parce qu'on a des conditions exceptionnelles, il faut clairement dire ce qui est. On n'a jamais affronté des conditions de mer aussi dantesques. Je pense que tous les marins qui sont ici, sans doute du marin, on n'a jamais fait 6-7 mètres de creux face aux vagues et face au vent qu'ils annoncent. Et ça pendant 30 heures, 40 heures peut-être. Donc c'est complètement logique de décaler ce départ. On n'est pas là pour jouer notre vie, on est là pour faire une course, pour faire du sport.
avec des bateaux exceptionnels. On partira mardi ou mercredi, il y aura des conditions qui seront toujours engagées, il y aura du vent, mais surtout la mer qui va se calmer. C'est ça qui nous posait problème. On a une situation exceptionnelle avec une dépression tropicale qui a formé cette grosse dépression énorme. C'est un énorme camion qui arrive sur l'Atlantique Nord, qui forme une houle dantesque. On a des creux de 12 mètres au milieu de l'Atlantique. Nous, on va en avoir 7-8 mètres en sortie de Manche. Bon, il faut être raisonnable, il faut être logique par rapport à tout ça. Le bateau qui est déjà au mouillage depuis hier. Situation exceptionnelle, il faut faire prendre un raisonnement exceptionnel, on va dire. Donc on va se mettre l'équipe est en train de se mettre en place pour se remettre à jour par rapport à cette nouvelle annonce, même si on pressentait quelque chose qui allait peut-être dans ce sens depuis quelques heures, mais effectivement toute l'équipe est sur le pont, on est en train de réfléchir à tout ça, mais oui, on va laisser le bateau de toute façon à l'extérieur. A priori, la météo au niveau du mouillage reste correcte pour rester sur cette position-là jusqu'à mercredi, si jamais c'était mercredi au plus tard. Donc on va se mettre en ordre de marche maintenant pour préparer ce départ dans 2-3 jours. Donc l'équipe va rester sur place. Oui, mais je pense que ça va venir très vite. De toute façon, ce sera quand on aura pris tous le départ de la course, finalement ce sera un lointain souvenir et la course reprendra ses droits. On sait très bien, beaucoup de gens attendent ce grand événement, ce n'est qu'un report. La course aura lieu, elle sera super belle, elle sera peut-être encore plus belle que si on était parti dimanche parce qu'on se donne un maximum de chances d'avoir un maximum de bateaux à l'arrivée et des conditions qui seraient beaucoup plus propices pour la vitesse, pour la tactique, la stratégie. Et c'est ce que nous tous on a envie. Donc on va profiter de ces quelques jours à terre supplémentaires pour préparer ça au mieux. Écoute, c'est jamais une bonne nouvelle, mais c'est une bonne décision, je vais dire, de la part du comité de direction de course. En tout cas, c'est une décision courageuse de la part de Francis et ses équipes. C'est jamais facile, vu tout ce que ça engage, et puis ça peut. Mais je crois que la situation météo méritait cette réflexion. Il y a 140 bateaux, des bateaux petits, des bateaux gros. C'est finalement, moi, avec mon gros bateau, je suis presque celui qui est dans la meilleure situation. Et moi, j'estimais que effectivement les conditions étaient engagées. Et alors on peut toujours, on lit partout, oui, mais on a la décision de partir, pas partir. On peut aller se protéger, mais on est des compétiteurs. On se prépare depuis 4 ans pour essayer de gagner cette course. Et 50% d'entre nous, on est là pour ça. Il y en a. Et on ne va jamais lâcher. C'est que moi, si on m'avait dit qu'il faut partir, j'aurais été sur la meilleure route. C'était une route très engagée, j'y aurais été. Je ne sais pas comment ça serait passé. Ça fait 3 jours que j'y réfléchis, mais je suis sûr que je pense qu'on ne serait pas tous bien passés en tout cas. Et je préfère qu'on fasse une course dans des conditions qu'il y ait une vraie course plutôt que ce soit un peu de la survie et que pas ceux qui. Voilà, c'est un petit peu, parfois ça peut être la mauvaise vague, la mauvaise rencontre. Il faut bien comprendre que s'extraire des côtes françaises, c'est souvent beaucoup plus compliqué que de naviguer dans 6-7 mètres de mer dans le golfe de Gascogne, que de naviguer ça m'est arrivé de naviguer dans 10-11 mètres sur la Volvo Ocean Race dans le Grand Sud. Alors déjà, on a le vent dans le dos, ça n'a rien à voir avec le vent de face. Et d'ailleurs, on dit souvent, quand il y a un problème, on se met en fuite. C'est-à-dire qu'on prend le vent dans le dos et on fuit et on va dans le sens des vagues, parce que finalement, c'est en allant face. Le problème, c'est que quand on est au bord des côtes, si on va dans le sens des vagues avec du vent d'ouest, on finit sur la côte. C'est un peu un souci, là. Donc on n'a pas vraiment d'escape. Je pense que c'est pour ça que la décision a été prise. Si on avait eu une solution plus sage, mais moins rapide, le comité de course a dit prenez vos responsabilités. Mais comme c'était passé la dernière fois d'ailleurs, donc voilà, je crois qu'en tout cas de mémoire depuis que je fais de la course au large, il n'y a jamais eu un départ de Dieudonné avec 7 mètres de mer et des vents à 45 et rafales à 55 nœuds. Et pourtant, il y a eu des épisodes douloureux dans la route du Rhum et dans d'autres courses avec des conditions plus favorables. Donc je comprends sa décision. C'était Charles Caudrelier et Armel Lecléache au micro du Nasport Show. Les vieux loups de mer sont d'accord avec la jeunesse, même si Armel Lecléache a énormément d'expérience côté compétition. Les vieux loups de mer, je le disais, Jean-François, eux aussi, ils ont suffisamment d'expérience pour savoir qu'il fallait mieux reporter. Ils étaient unanimes. Effectivement, les deux qu'on a entendus, en plus, ils jouent pour la victoire finale. Les deux, Lecléache et Caudrelier, il faut le préciser. C'est vraiment surtout Caudrelier qui est le grandissime favori de cette transat. Mais effectivement, du côté des vieux loups de mer, sans vilain jeu de mots, on a aussi recueilli les réactions de Roland Jourdain, que l'on ne présente plus, ainsi que Philippe Poupon. Et vous allez voir, Benjamin, effectivement, pour eux, il ne fallait surtout pas partir dimanche.
C'est toujours courageux de la part d'un organisateur, hein, vu la kermesse que c'est, un départ de route du Rhum. Mais pour la classe des Rhum Multi dans laquelle je cours, nous on avait déjà décidé ensemble hier de s'arrêter et de jouer collectif et de s'organiser pour... On avait demandé à l'organisateur de neutraliser la course. Parce que c'est pas tenable pour nos bateaux, et puis c'est pas parce qu'on fait une course qu'il faut faire n'importe quoi. Il n'y a aucun marin qui part en mer par ce temps-là. Donc écoute, c'est une chouette décision parce qu'il y a des dommages collatéraux. Quand on reporte un truc comme ça fait un peu de soucis. Donc très très belle, et puis Francis Le Goff a été très très bien dans ses propos. Donc c'est sage, c'est bien. Et dans la vie, il faut apprendre la patience, et la nature est toujours plus forte. Hein. Donc quand tu pars faire la route du Rhum, tu sais que tu vas aller au casse-croûte à un moment. Le truc, c'est quand les hasards ou les événements s'enchaînent, si tu veux, on a une situation dépressionnaire avec la houle, d'un ancien cyclone, d'un train très actif en fait, de dépression. Donc il y a beaucoup de mer. Et pour une partie de la flotte, c'était possible de tourner à gauche à la pointe bretonne pour aller s'abriter potentiellement dans le golfe de Gascogne. Sauf que là, il y a vraiment un blocage, c'est-à-dire qu'on arrive avec des vagues qui sont hautes, 5-6 mètres de houle, c'est moyen ça, plus des gros coefficients de marée, puis des cailloux à droite à gauche là-bas. Donc tu ne peux pas maximaliser plus le risque de faire quelque chose. Donc pour nous, c'était pas pensable. Je pense que pour les classes qui vont plus vite, plus dans l'ouest, c'est aussi compliqué. Enfin bref, et puis là, quand on voit les images qu'on nous a montrées ce matin, qui sont sur les fichiers, il y a une barrière. Donc, voilà. On n'a jamais été là pour faire des bêtises, quoi qu'on ait fait comme conneries dans nos vies. Et puis des fois, au large, c'est différent. Au large, tu anticipes la chose, tu peux et tu as de la route à courir pour si ça se passe mal. Là, tu es trop près de la côte, donc non, c'est bien. Et puis c'est 140 bateaux au départ. C'est pas quand la route du Rhum, c'était 35 ou même 60 bateaux. Concernant les secours, les ports d'approche, etc., il faut voir avec le nombre. Et c'est sage. Et puis si on fait moins de bêtises, c'est moins de CO2 qu'on use. Donc il faut voir ça aussi. C'est des nouvelles données à prendre en compte. Évidemment que c'est une bonne décision. Voilà, il n'y avait pas de doute. Si ça flottait, traînait un peu dans l'air, voilà. Donc, une décision de marin, c'est tout. Il n'y a pas à philosopher plus loin. Hein. Je pense que les pêcheurs vont rentrer au port. Donc, Et ce n'est pas Mats Wilander, c'est Philippe Poupon qui répondait pour le Nasport Show. Et les vieux de la vieille, hein, les expérimentés, Roland Jourdain, Philippe Poupon, qui, vous l'avez entendu, l'ont dit, il fallait absolument reporter ce départ. Maintenant, ça change beaucoup de choses parce qu'on est au frigo pendant 2 jours supplémentaires, Jean-François, voire 3. C'est sûr que pour ceux qui disputent l'épreuve pour la première fois, le stress monte peut-être encore plus. En tout cas, c'est sûr que ça change les scénarios. Et ça, il y a des skippers qui sont d'accord avec ce principe de changement de scénario. De changement de scénario, effectivement. Et c'était le cas d'ailleurs de Marc Guillemot, qu'on a rencontré également ce week-end à Saint-Malo, qui est un petit peu comme Roland Jourdain, qui l'a déjà un petit peu dit. Si on avait pris le départ dimanche, on avait prévu un plan B pour rester un petit peu à quai, quelques hectomètres, on va dire, après le port, pour aller se reposer, laisser passer l'orage et commencer véritablement la course. C'est ce que Marc Guillemot, justement, nous explique plus en détail. Eh bien, on va déjà faire un petit peu de nettoyage parce que c'est vrai que depuis 10 jours, il y a eu beaucoup de passages sur le bateau. Et donc partir avec un bateau bien prêt, c'est important, mais qui soit aussi propre. Et puis voilà, je vais jouer un petit peu avec la météo, on essaie de faire en douceur et avec du temps, sans pression, parce qu'il n'y a pas beaucoup moins de passages maintenant. Tout ce qu'on a fait un petit peu rapidement pendant ces 15 jours ici à Saint-Malo. Voilà. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que 3 jours de plus, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, la décision qui a été prise, je pense qu'elle était bienvenue, dans la mesure où nous, en multi-Rhum, moi, depuis jeudi, de toute façon, j'avais décidé j'avais même annoncé que je ferais une escale et que j'attendrais le gros du passage du front pour continuer ma route et passer la Bretagne. Maintenant, après, on s'est réunis avec tous les multi-Rhum, enfin les skippers des multi-Rhum, et collectivement, on avait décidé, de toute façon, après le départ et le passage de Fréhel, de faire neutraliser notre course. La seule différence qu'il y a maintenant, c'est que au lieu d'être rentré après Fréhel et puis de voir le compteur de la course continuer à tourner, là, c'est pour tout le monde pareil et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien et moi, ça me rassure même pour tout l'ensemble de la flotte parce que j'ai vécu 2002,
au moins 3 sur la course à avoir vécu 2002. Il doit y avoir Francis Joyon, je crois, et Thomas. Et on n'a pas envie de revivre 2002 en 2022. Et je pense que c'est une très sage décision qu'a prise Francis Le Goff. Ah bien, la flemme de mercredi, alors on va avoir de la mer. Hein. C'est sûr, ça va être un peu agité, mais en tout cas, on va pouvoir partir dans des bonnes conditions. Et puis, rapidement, on va être au près, c'est-à-dire un peu avec des vents contraires. Et avec du vent qui va un peu s'intensifier en passant la Ouest-Bretagne, la pointe bretonne. Les ultimes seront déjà passés depuis longtemps quand on arrivera à la pointe bretonne. Mais en tout cas, les conditions sont plus faciles. On va avoir un petit peu de vent quand même, parce qu'il y a quand même un espèce de front qui arrive, mais qui sera beaucoup moins intense que celui qui nous attend, enfin qui a dû nous prendre cette nuit. Et puis avec une mer beaucoup plus maniable que ce qu'on a dû avoir. Donc, ce qui est compliqué par contre, et là je regarde ça depuis hier, c'est comment trouver des alizés. Et on sait que dans un système dépressionnaire comme on a aujourd'hui, il y a vraiment un train de dépression, il y a même des restes d'un cyclone. Ça perturbe complètement l'Alizé, enfin l'anticyclone des Açores, donc l'Alizé. Et là, quand on regarde où est l'Alizé, on se dit, même avec des bonnes jumelles, il faut vraiment regarder très loin. Ça veut dire qu'il faudra, si on veut vraiment trouver de l'Alizé, il faut vraiment descendre très sud. Ça complique un peu la donne. Mais bon, ça fait partie de la course. De toute façon, à chaque parcours, chaque route du Rhum, sa complexité. Et là, c'en est une. Marc Guillemot au micro du Nasport Show. Jean-François, on le sait, là on voit des sourires sur les visages des différents skippers, plutôt heureux de cette décision et plutôt d'accord avec cette décision. Ça fait l'unanimité, on le sait malgré tout. Ça a dû être un véritable casse-tête pour les organisateurs parce qu'ils ont même hésité jusqu'au dernier moment entre partir mardi ou reporter à mercredi. Ouais, ça a été l'une des grandes discussions évidemment parce que prendre la décision c'est d'abord le premier point, puis après c'est quand est-ce qu'on peut partir. Et Francis Le Goff rapidement a dit on hésite entre les deux dates. Ce qui a beaucoup misé finalement, opté pour la date du mercredi, c'est que d'abord il faut sortir les bateaux. Tous n'étaient pas sortis, que ça prend au moins 48 heures. Et en plus la météo mercredi était véritablement, on va dire, optimum pour prendre le départ. Et c'est ce que nous explique justement Francis Le Goff qui était un peu la star du week-end à Saint-Malo. C'était un peu monsieur météo malgré lui. Et donc on retrouve Francis Le Goff effectivement pour un deuxième interview. Ce sera mercredi à 14h15, départ à la pointe du Groin, comme prévu initialement, avec le parcours à l'identique, passage à Fréhel, l'Atlantique, puis le contournement de la Guadeloupe et l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Parce que là, les conditions météo sont bonnes mercredi après-midi, 14h15, mais également les possibilités logistiques de sortir l'ensemble de la flotte. Il faut se rappeler qu'il y a encore 130 bateaux dans les bassins et que nous avons besoin de 2 journées pour sortir les Ocean 50, les IMOCA dans un premier temps, puis ensuite les Rhum Mono, les Rhum Multi et les classes 40 mercredi matin. Oui, donc il y a énormément de jeux possibles sur l'Atlantique. Déjà les conditions de départ, c'est du vent d'ouest, 12 à 15 nœuds, donc il faudra tirer des bords pour aller vers Fréhel. Puis ensuite, très rapidement, sortie de Manche, on retrouve des conditions océaniques, hauturières, avec encore de la houle aux alentours de 4 mètres, mais cette fois avec aussi des possibilités stratégiques de moins aller peut-être chercher le front. En bordure, il y a des options possibles. Ça va rendre pour chacune des classes, à mon sens, le jeu très intéressant. Eh bien oui, compte tenu de ce nouveau départ mercredi, les premiers routages pour les bateaux plus rapides donnent aux alentours de 7 jours pour la traversée. Les explications signées Francis Le Goff, le directeur de la course, quant au départ privilégié mercredi plutôt que mardi. Et puis la bonne nouvelle, Jean-François, on va le dire, ça ne fait pas partie, je suppose, des arguments dans la balance pour choisir mercredi. Mais ce week-end, il y a pas mal de familles, de gens, de fans de nautisme, de touristes, de spectateurs qui avaient réservé leur week-end à Saint-Malo pour assister au départ. C'est peut-être bien aussi que ça soit mercredi, parce qu'on sait que c'est le jour des enfants. Il y aura des familles peut-être plus disponibles mercredi que mardi pour venir assister à ce départ. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça coïncide bien, parce qu'il y a des enfants qui vont pouvoir se régaler en voyant le départ.
Complètement, effectivement. Même si ceux qui avaient prévu le week-end et qui viennent de très loin, malheureusement pour eux, mardi ou mercredi, ça ne change pas grand-chose. Mais effectivement, pour les locaux, les régionaux, c'est certain que mercredi, 14h15, l'école est finie, puisque ça y est, les vacances c'est terminé depuis ce matin. Et au moins, on aura les maternelles, les collèges, les lycées, voire aussi peut-être les étudiants qui pourront se déplacer. Et c'est vrai que quand on a perçu l'ambiance à Saint-Malo il y a une semaine, Benjamin, on était ensemble, enfin vous étiez en studio bien au chaud, c'est vraiment très familial, effectivement, il y a tous les âges, il y a les passionnés, mais il y a aussi les badauds, ceux qui viennent voir simplement pour le plaisir des bateaux qu'on ne voit quasiment jamais, et cela effectivement, on leur laisse une petite chance, vous avez raison, de venir voir le départ mercredi à 14h15. Et c'est une bonne nouvelle pour évidemment le tourisme à Saint-Malo en règle générale, parce que les patrons de restaurants, notamment les patrons des échoppes qui font la réputation de Saint-Malo, eux, ils vont être contents parce que ça prolonge un peu le plaisir. Toute l'organisation, tous les spectateurs restent sur place un peu plus longtemps. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toute l'économie du tourisme à Saint-Malo. Et on sait que cette économie est très importante quand il s'agit d'assister au départ de cette route du Rhum. Je vous donne 2-3 infos parce qu'il y a des infos qui sont tombées entre-temps. Il y aura une sortie des écluses mardi après-midi. Les skippers seront convoqués pour un briefing météo à la veille du départ. On en reparlera demain soir avec Jean-François dans une nouvelle édition du Nasport Show. Les 38 IMOCA et les 8 Ocean 50 qui quitteront les bassins de Saint-Malo mardi après-midi. Les classes 40 et les catégories Rhum Mono et Rhum Multi emprunteront, eux, l'écluse mercredi matin. Le dispositif, ça sera similaire à celui déployé pour la sortie des Ultimes vendredi dernier avec des gradins accessibles au public. Et pour information, si vous êtes dans le coin, le village va rester ouvert jusqu'à 17h dimanche. Donc voilà pour toutes les infos liées à la route du Rhum. Il y a une info quand même très importante, Jean-François, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, c'est de rappeler un peu le parcours quand même. Voilà, et je vous propose de le voir, ce parcours, parce qu'on l'a en image, bien évidemment, pour le visualiser. Donc évidemment, Benjamin, sans surprise, vous le savez, nous partons donc de Saint-Malo, donc mercredi à 14h15. On contourne effectivement la Bretagne, normalement donc sans houle particulière. L'Atlantique, ça y est, on y est. Les Açores, vous le voyez donc à l'écran. Et la Guadeloupe, petit à petit, se dessine pour ceux qui arriveront le plus vite possible. On fait le tour de l'île, rappelons-le, pour arriver effectivement à Pointe-à-Pitre. Arrivé à Pointe-à-Pitre, où l'on retrouvera d'ailleurs dans le Nasport Show et dans différentes émissions du dispositif mis en place par Anamédia, on retrouvera Nicolas Coute qui sera sur place du coup à Pointe-à-Pitre pour vous faire vivre les premières réactions. On va se régaler. On va vous rappeler aussi les différentes catégories de bateaux, Jean-François, pour faire un petit peu une carte postale de la course avant ce grand départ, parce que là aussi, ceux qui n'ont pas suivi l'émission n'ont peut-être pas en tête toutes les catégories. Il y en a 6 exactement. Alors bien sûr, il y a les multicoques et les monocoques, évidemment. Ça, c'est très classique. On ne change pas une formule qui gagne. Côté des multicoques, on a évidemment les ultimes. Ils sont 8, il faut le rappeler. Ce sont les grands favoris de la compétition. Et ces bateaux font à peu près 32 mètres de longueur, ce qui est considérable. Ensuite, toujours en multicoque, on a les Ocean 50, à peu près 15 mètres. Les Rhum Multi qui font à peu près 20 mètres également. Du côté des monocoques, cette fois-ci, on a les IMOCA qui font 60 pieds, soit 18 mètres 28 pour être très précis. Les classes 40, vous l'avez évoqué, qui sortiront donc mercredi matin des écluses, qui font 40 pieds, 12 mètres 18 pour être très précis. Et enfin, pour terminer, on a les Rhum Mono qui, eux, font à peu près 11 mètres 88 maximum. Voilà pour les 6 catégories de bateaux. Benjamin. Et grâce à la réalisation de Paul Maison-Regnault et à l'édition de Victor Pérez-Boucheron, vous avez vu les ultimes à l'écran, de véritables machines de guerre. On les voit là, Jean-François, c'est assez impressionnant. En plus, là, la météo, au moment où les images ont été tournées, était plutôt clémente. On voit que la baie de Saint-Malo, c'est quasiment un tableau. Hein. Jeff, il y a toutes les couleurs, c'est absolument magnifique. C'est extraordinaire. En plus, ces bateaux... À l'écran, on le voit, on comprend qu'ils sont grands, mais je peux vous garantir que quand on est à quai, c'est impressionnant. Les 8, là, vraiment, qu'on a eu la chance de voir à quai il y a 8 jours, quand on est juste là à côté, on se dit d'abord comment on fait pour piloter quelque chose comme ça, là, même si, vous le savez, hein, Benjamin, aujourd'hui, c'est très informatisé, il y a plein de choses qui font que les skippers sont vraiment quasiment guidés, voire téléguidés, mais il y a quand même des choix stratégiques, et c'est souvent là que les choses se décident, Benjamin, pour la victoire finale. Que les choses se gagnent et se perdent également, mais c'est vrai
vrai, tu as raison Jean-François, parce que pas très loin du studio à La Rochelle où nous enregistrons cette émission, et il y a régulièrement le bateau de Yannick Bestaven qui est dans le port de La Rochelle, et c'est souvent le badaud qui n'a jamais vu un tel bateau. À chaque fois, la réaction quand il passe devant, c'est souvent ah mais c'est impressionnant, je pensais pas que c'était comme ça. C'est vrai que ce sont des machines de guerre. C'est unique, vraiment c'est unique. Et alors là, on a parlé des ultimes, mais même un classe 40. Veut dire qui fait quand même presque 20 mètres. Alors là, on en a déjà vu tous en vacances ou ailleurs, mais en tenue de combat, si j'ose dire, tu as vraiment le bateau de course, celui qui fait qu'on peut faire une transat telle que celle-ci. C'est complètement différent. Il y a des gens qui bossent dessus. Il n'y a pas qu'un skipper, évidemment. On peut aussi le préciser. Il y a toute une équipe et tout un staff. Il y a des techniciens, il y a un staff médical, il y a des ostéopathes. Enfin, il y a plein de choses autour des skippers. Et ces gens-là ont quand même eu 2 jours de plus, finalement, pour peaufiner un peu leur sommeil, leur santé, leur dos. Et bien sûr, Benjamin, leur mental. C'est important. Le mental, et notamment, on pense toujours à ceux qui disputent la course pour la première fois. C'est un peu comme jouer la Coupe du Monde quand on est footballeur. Ça fait 2 jours de stress supplémentaire quand même. Et eux, on pense évidemment à eux parce qu'ils doivent se refaire la course dans la tête, et ça ne doit pas être évident à gérer. Tu parlais de staff et d'équipe. Jean-François, c'est tout un staff et toute une équipe également du côté de Namedia qui se prépare à vous faire vivre cette course incroyable. On va rappeler le dispositif, Jean-François, parce que j'ai parlé tout à l'heure de Nicolas Coute qui attend à Pointe-à-Pitre, lui avec un petit peu de retard. Il va gagner 2 jours en Guadeloupe. Il se repose. Voilà, il se repose, et j'espère qu'il ne va pas consommer sans modération le rhum. Jean-François, on rappelle le dispositif mis en place par la TV. On va se retrouver régulièrement à l'antenne. Alors déjà, nous, tous les deux, demain soir, pour effectivement expliquer un petit peu les données, les dernières infos avant le départ. On sera quelques heures avant mercredi. On se retrouvera donc tous les deux pour vous expliquer exactement ce qui va se passer. Et puis après, mercredi, le grand départ, 14h15, 13h30, 16h30, 3 heures d'antenne pour le grand départ, tout bateau confondu, parce qu'il faut le rappeler, 6 catégories, mais tout le monde part en même temps. C'est une ligne un petit peu imaginaire, quasiment entre 2 bateaux. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, 3 heures d'antenne en direct. Et dès jeudi, tous les soirs, on aura effectivement une quotidienne d'1 heure avec Nicolas Coute, tu l'as cité, qui est à Pointe-à-Pitre, qui aura des invités, qui va nous donner plein de cartes postales également de ce qu'on va pouvoir attendre, puisque les skippers vont trouver en arrivant. Il y a les équipes également qui sont sur place. Donc il aura des infos techniques, météo, il aura tout ce qu'il faut sous la main. Et nous, ici, de La Rochelle, jusqu'au 19, on aura aussi des reportages à vous proposer, des invités, technique, météo, développement durable également, parce que ça fait partie des thèmes très importants cette année. Il y a beaucoup de bateaux qui ont des matières encore jamais utilisées. Donc ça serait intéressant d'avoir cet œil effectivement de technicien, parce que vous le savez bien, Benjamin, on est à l'heure du développement durable, bien sûr. Exactement, et on va en tout cas se régaler avec la plus grande des régates du monde, la Route du Rhum, la 12e édition. On rappelle le tenant du titre, Francis Joyon, dans la catégorie Rennes, c'est ça, Jeff ? C'est ça, avec le record en plus, le record 7 jours, 14 heures, 21 secondes et quelque chose comme ça. Et puis ce qui est à noter, c'est que Francis Joyon, donc, qui est tenant du titre, alors qui a peu de chances de l'emporter, mais son bateau a gagné 3 fois de suite cette Route du Rhum. Et cette année, normalement, il devrait céder quand même sa place, parce que là, on pense notamment, et on l'a entendu tout à l'heure, à Charles Caudrelier, qui visiblement, selon les grands spécialistes, a le meilleur bateau pour gagner. Et derrière, on a évidemment Gabard, avec son bateau qui est gigantesque, qui aussi a de bonnes chances également de pouvoir jouer la gagne. N'oublions pas que Gabard était quand même 2e il y a 4 ans, juste derrière justement Francis Joyon, et ça s'est joué à 7 minutes, je crois. Donc autant vous dire qu'après 7 jours de course, ça avait quand même râler. Ouais, ça fait pas beaucoup, ça tient une mèche de cheveux d'un présentateur du Nasport Show. Il y a beaucoup de fans de rugby d'ailleurs qui prennent le départ. On pense à Yannick Bestaven ou à Charlie Dalin. On va parler rugby dans un instant dans le Nasport Show. Le temps pour moi de laisser Jean-François préparer toutes ces petites notes, parce qu'il travaille d'arrache-pied, Jean-François, pour vous faire vivre passionnément cette édition de la Route du Rhum. Donc je vais le laisser filer. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Benjamin. À demain. Et tout de suite, je le disais, place au rugby. Et l'actualité du rugby, c'est la belle victoire du 15 de France ce week-end. C'était à Saint-Denis samedi soir. Victoire en test match face aux Wallabies, 30-29 pour les Bleus, avec, vous allez le voir en vidéo, un essai dans les dernières minutes signé Damien Penaud qui offre la victoire au 15 de France. Les Bleus qui battent au passage le record de victoires consécutives qui datait
de 1937 avec 11 succès de rang. Prochain test match de novembre, ce sera samedi prochain au Stade Vélodrome face cette fois à l'Afrique du Sud. À cette occasion, Fabien Galtier et son staff qui ont annoncé la liste des 15 joueurs appelés en renfort pour rejoindre le groupe à Marcoussis. Parmi les 15, voici les néo-aquitains qui ont été convoqués. 2 Palois, Jordan Joseph et Emilien Gaëton. 5 joueurs du Stade Rochelet, Thomas Lavaux, Johan Tanga, Reda Vardy, Pierre Boudehan et Rémi Piquet. On voit l'infographie du Stade Rochelet qui a félicité ce club des 5. Rémi Piquet qui continue donc son ascension fulgurante, lui qui jouait encore en Pro D2 avec Vannes il y a 2 saisons. On vous propose un entretien exclusif NATV avec le deuxième ligne du Stade Rochelet qui répond aux questions de Victor Pérez-Boucheron. Bonjour Rémi Piquet. Je sais même pas comment tu t'appelles, pardon. Victor. Salut Victor. Merci de nous accueillir ici à la Pivia Park. Pour commencer, comment se passe votre début de saison ? Ça se passait bien. On a une petite baisse de régime en ce moment, mais on va essayer de corriger ça ce week-end. Et ça va, on est 3e au classement. Donc le classement est très serré entre la première et la 10e place. Donc il faut gagner les matchs à tout prix. Mais depuis le début de saison, on sent qu'on a un bon groupe et que ça se passe très bien avec les mecs. Donc il faut continuer ça malgré le départ des internationaux. On reviendra donc sur le plan sportif un petit peu plus tard dans l'interview. Vous avez rejoint, après être parti du stade, le stade justement en 2021, après le RC Vannes. Comment s'est passée votre acclimatation à votre retour ? C'était totalement nouveau pour moi parce qu'au final on arrive dans le centre, dans la Pivia Park qui est vraiment une merveille de technologie. Il y a tout pour évoluer ici. Et, il restait quelques cadres, mais l'équipe avait vraiment changé. Après ouais, ça s'est très très bien passé parce que les mecs m'ont vite pris sous leurs ailes et puis m'ont un peu guidé. Donc ça s'est bien passé. J'ai passé une très très bonne première année où je me suis plutôt bien acclimaté avec 19 matchs. Donc un plutôt bon choix et plutôt content d'être de retour au Stade Rochelet. Donc un début de saison mi-figue mi-raisin, 5 victoires, 4 défaites, notamment le week-end dernier face à Pau sur le score qu'on connaît, donc 21-38. Quelle est la dynamique du club actuellement ? Pourquoi cette défaite, elle intervient après une autre défaite en plus à l'extérieur ? Je pense qu'on a fait un plutôt bon match contre Toulouse la semaine dernière. On perd le match mais on doit le gagner et on doit faire en sorte de le gagner, d'être plus propre sur beaucoup de petits détails qui nous coûtent le match. Et après le week-end dernier, comme tout le monde a pu le voir, on a fait une contre-performance. On n'a pas montré notre vrai visage et on va essayer d'annuler cette tendance dès ce week-end pour repartir contre Castres le match d'après. Justement, déplacement à Brive la semaine prochaine, on revient dans un instant. On va revenir sur vous, Rémi Piquet. Donc vous avez quitté le RC Vannes en 2021 pour revenir ici au club de la Caravelle. Comment elle s'est faite cette décision du jour au lendemain ou ça a été réfléchi de votre part ? C'était plus ou moins réfléchi. C'était suite à une bonne saison avec Vannes, un bon début de saison avec Vannes parce qu'ils m'ont appelé, Grégory Pata m'a appelé assez tôt dans la saison pour me dire qu'il me ferait une proposition pour revenir. J'y ai réfléchi, mais l'opportunité du top 14 et de retrouver le club que j'avais connu en espoir, vraiment c'était très alléchant. Donc ça a été quand même assez vite choisi. Donc au final, ça a été d'un commun accord avec Grégory ? Bien sûr. Il n'y a pas eu de tension Du tout. Non, ça a été plutôt clair. Je le connaissais déjà avec les années espoirs que j'avais passées ici. Il était coach avec moi, donc on avait des très bons liens. Enfin, on a toujours des liens, mais maintenant qu'il n'est plus là, je suis arrivé sous une nouvelle direction et des nouveaux coachs. Donc c'était un peu spécial, mais ça s'est bien passé. Donc on le suppose, avec cet engagement jusqu'en 2025, vous avez signé jusqu'en 2025, c'est le but d'élever le club au plus haut, au sommet. Bien sûr. C'est un objectif perso et c'est un objectif de club et de groupe, je pense. On est tous là, on est tous compétiteurs, on est tous dans l'envie de gagner et dans la performance. Donc forcément, tu penses aux objectifs. Mais c'est clair qu'après un match comme le week-end dernier, on a à cœur de se ramener, de se remettre parce que vraiment c'est un objectif qu'on veut aller chercher à la fin de la saison. Justement, lié à cette prolongation, est-ce que vous avez eu des contacts extérieurs en top 14 ou dans d'autres clubs ?
Oui, un petit peu. Ça s'est fait assez vite dans la saison, mais du coup j'ai assez vite écarté les autres clubs parce que je voulais rester à La Rochelle et au niveau du contrat ça me convenait, donc ça s'est assez vite négocié et ça s'est très bien passé. Le Stade Rochelais, c'est aussi en mai dernier ce gros virage à 180 degrés, le titre donc de champion d'Europe. Vous n'avez malheureusement pas joué cette finale, mais vous avez été quand même titulaire à 5 reprises durant la Champions Cup. Qu'est-ce qu'elle a changé pour vous et pour le club, cette Coupe d'Europe ? Ça rajoute une étoile sur le maillot. Après, on se rend compte qu'on est capable de faire des grandes choses pour un club qui, il y a 10 ans, était encore, un peu plus de 10 ans, était encore en Pro D2. Tu te dis, ça a une belle évolution et une très très grosse... il y a un très gros engouement autour du club. Tu te rends compte des gens autour quand tu fais le trajet en bus sur le port, que tu vois cette foule, tu te dis mais c'est incroyable l'engouement qu'il y a autour du club. Tout est réfléchi, tout est carré et tu sens qu'il y a vraiment cette volonté d'aller en chercher d'autres. Et je pense que cette première étape d'aller chercher la Coupe d'Europe l'année dernière a vraiment mis en tête à tout le monde d'aller chercher d'autres titres pour le club. On va revenir donc sur le côté sportif sans remettre le couteau dans la plaie. Cette défaite 21-38 à domicile, elle a du mal à passer, Rémi. Oui, et puis en plus on est deux jours après, donc ça fait assez mal. On a pas mal débriefé sur ce match-là. On sait qu'on n'a pas mis les ingrédients, on n'a pas mis d'agressivité. Et contrairement aux Palois qui eux avaient vraiment mis l'agressivité, tu sentais qu'ils étaient venus en groupe et ils ont fait ce qu'il fallait pour nous faire déjouer. Et on n'a pas été bons, donc il n'y a rien d'autre, tellement d'autre à dire sur cette grosse défaite. Ça reste quand même du rugby, un beau rugby, 3 essais notamment de Mathias Haddad. Comment est-ce qu'on peut se remettre de ce genre de défaite en allant battre quand même Brive chez eux ? Là c'est l'objectif, il faut battre Brive. Oui, clairement. Il faut repartir dans une dynamique positive et puis montrer un autre visage pour que nos supporters et nous-mêmes on ait... comment dire ? Bon, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est compliqué. Comment dire ? Faut vraiment montrer un autre visage pour prouver qu'on est capable de faire des grandes choses avec ce groupe, parce que vraiment on est capable de faire des grandes choses avec ce groupe. Beaucoup de nouvelles recrues à l'intersaison, à l'image des joueurs du Racing. Comment vit le groupe ? Est-ce qu'ils se sont bien intégrés au groupe du Stade Rochelais ? Très très bien. C'est des très bons mecs et forcément ça s'intègre très vite. Il y a vraiment pas de tâche dans ce groupe. Le groupe est très très homogène et tu sens qu'il y a de la qualité sur énormément de joueurs. Donc ça se passe très très bien. Et puis on va voir ce qu'on arrivera à en tirer. Donc en fermant les yeux sur ces défaites, vous vous affichez comme l'un des sérieux prétendants à l'accession aux phases finales de championnat. Qu'est-ce que vous allez mettre en place avec Ronan Nogara et son staff justement pour performer et pour atteindre ces phases finales ? On n'est pas là actuellement. On n'y est pas encore, mais la saison est très longue. Mais il y a plein de détails qui sont mis en place. Toute la semaine, on travaille d'une manière différente. Après, j'ai pas connu énormément de coachs en professionnel, mais tu sens que tout est vraiment cadré, qu'il y a vraiment un groupe au niveau du staff et que tous les détails sont vraiment analysés pour pousser la précision à son paroxysme. Et cette Champions Cup, forcément, on a envie de la ressoulever une autre fois, une deuxième fois sur le Vieux-Port. On se rappelle des images de Liesse, le Vieux-Port Noir de Monde, vous y étiez, sûrement sur ce bus à Impérial. Est-ce qu'on a forcément dans le coin de la tête une envie de justement de la ressoulever et justement parvenir à élever La Rochelle à la deuxième place, encore une fois, du toit européen ? Bien sûr. Comme je t'ai dit, quand tu goûtes à un titre, tu as envie d'en avoir d'autres, d'en engranger d'autres. Et pour l'image du club, pour les joueurs, c'est hyper intéressant de passer des moments comme ça. C'est magique, c'est vraiment magique. Donc forcément, oui, tu as envie de la ressoulever encore une fois. Et un autre titre aussi serait pas mal, un top 14 aussi. Comme tu l'as dit, on n'y est pas encore. Est-ce que tu te vois en juin prochain le Brennus dans les mains ? Waouh. Oui, bien sûr, c'est un objectif. Je pense que tout le monde l'imagine. Après, le chemin est très long et il va y avoir énormément de taf. Bravo, belle performance. Et du coup, oui, c'est clair qu'on se voit tous le faire, mais maintenant il faut mettre des actes sur les paroles et sur l'imaginaire pour vraiment atteindre ces objectifs. Merci beaucoup, Rémi Piquette. Merci à toi. C'était Rémi Piquette en entretien exclusif avec Victor Pérez-Boucheron pour le Nasport Show. De son côté, le 15 de France féminin est passé tout proche
de l'exploit en demi-finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Les Bleus qui se sont inclinés d'un seul petit point, défaite rageante 25-24. C'était à Auckland dans le temple du rugby face aux All Blacks. Les coéquipières de la Bordelaise Madou Soufal qui tenteront désormais d'aller chercher la médaille de bronze. Ce sera samedi à 4h30 du matin. Il faudra mettre le réveil pour assister à la rencontre face au Canada. On referme la page rugby avec une info transfert. Selon nos confrères du journal Sud-Ouest, le troisième ligne des Wasps, Tom Willis, va signer à l'Union Bordeaux-Bègles. Vous le voyez à l'image, il est âgé de 23 ans. Il était à Bordeaux la semaine dernière, selon les dernières indiscrétions, pour rencontrer les dirigeants. Il est attendu dans une dizaine de jours en Gironde. Il devrait permettre à l'UBB de respirer avec les longues absences, on le rappelle, de Bastien Vergne-Taillefer et d'Antoine Miquel. Tout de suite, c'est la page Omnisport dans le Nasport Show. Avec de l'athlétisme et plus précisément du running, les 10 km des quais qui avait lieu ce week-end du côté de Bordeaux, c'était hier, avec, vous allez le voir en image, un véritable carton pour la course girondine avec près de 4000 coureurs au départ de l'épreuve. C'est le tenant du titre, Azzedine Habs, qui s'est de nouveau imposé. Le champion de France 2022 du 1500 mètres a bouclé le parcours en 29 minutes et 10 secondes. Chez les femmes, c'est Marie-Étienne qui s'impose en 34 minutes et 21 secondes. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Merci à Paul Maison-Regnault à la réalisation. Merci à Victor Pérez-Boucheron à l'édition. Je vous laisse tout de suite avec un nouveau numéro inédit de La Terre vue du sport. Vous allez en prendre plein les yeux. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NATV.